Salut tout le monde, Bruno. On va regarder aujourd'hui un petit peu ce qui s'est passé. Là. Dans les derniers jours, il y a eu quand même beaucoup de turmoil, beaucoup de mouvements sur le marché. La panique s'est installée. Depuis le NFP la semaine passée, on peut dire qu'il y a eu beaucoup, qui a servi comme catalyseur. On peut dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur le marché. Le sentiment général s'est un petit peu effondré. On va voir dans les prochaines journées qu'est-ce qui va se passer. Puis même sur les cryptos, on a vu que dans les dernières semaines, il y a eu des gros mouvements qui se sont faits. Les cryptos ne semblent pas, à quelque part, remplir leur rôle. Et puis, on a des gros joueurs, John Crypto, entre autres, qui, sur l'Ether, a retiré énormément d'Ether des plateformes stalking où on conserve ses positions puis on les construit vers des plateformes de transaction. Donc, ça a créé à ce niveau-là aussi une assez grosse panique. Puis, on peut voir sur les cryptos qu'il y a une descente qui était assez radicale, merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder quand le marché rentre dans une zone comme celle-ci actuellement? Bien, la première chose, c'est de considérer les fondamentaux parce que plus on est dans une crise, plus les fondamentaux jouent leur rôle. Donc, il se peut, à l'occasion, dans un marché normal, qu'il y ait des informations fondamentales qui ne soient pas nécessairement relayées directement sur le marché, qu'il y ait une espèce d'asynchronisme entre l'information puis ce qui se passe. Mais par contre, quand on rentre dans une zone comme celle-ci actuellement, bien évidemment, tout le monde est beaucoup plus nerveux, puis le marché réagit au quart de tour. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une façon de procéder avec les fondamentaux, puis il faut les utiliser. Donc, les conditions générales, pour moi, je décolle toujours avec la géopolitique. La géopolitique va me permettre, évidemment, de faire des grandes observations. Par exemple, le conflit actuellement Israël-Palestine, avec toutes ses implications, avec le fait actuellement qu'il y a, au-delà du Hamas, il y a une confrontation qui commence à se définir avec l'Hezbollah. On va voir ce qui va se passer avec le Liban et avec l'Iran. On voit aussi que les Américains ont envoyé un navire pour aller aider les Israéliens, advenant que la situation se dégrade. Puis une situation qui se dégrade au Moyen-Orient va avoir un impact à tous les niveaux, autant en Asie que chez nous. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Penser les répercussions, évidemment, ça fait partie de notre travail. Ensuite, on va regarder ce qui se passe globalement. On peut observer, par exemple, sur le plan politique, qu'il y a une montée des droites en Europe. Même si l'équipe de Marine Le Pen et compagnie en France s'est fait stopper d'une certaine façon au Parlement, il reste quand même qu'on voit un petit peu partout en Europe une certaine déstabilisation, une montée des droites, puis une très grosse insatisfaction par rapport à la crise migratoire, puis aussi au choc des cultures qui se produit dans des sociétés occidentales où on reçoit beaucoup de gens qui partagent pas nécessairement sur le fond nos valeurs. Donc, ça pose problème. Puis, se cacher la tête comme une autruche dans le sable, ça sert absolument à rien. Donc, comme trader, c'est de quoi aussi qu'on doit prendre en considération, particulièrement quand les marchés sont difficiles comme maintenant. Les élections aux États-Unis, l'espèce de face-à-face Kamala Harris-Donald Trump, qui risque de se corser dans les prochaines semaines. On sait que Mme Harris est rentrée dans la course il y a environ 2 semaines. Puis en 2 semaines, son momentum a été assez extraordinaire. Elle a amassé énormément d'argent, beaucoup plus que le Parti républicain. Et puis, on voit que les polls semblent lui donner raison. Tranquillement, pas vite, dans les swing states, on voit que l'appui commence à se conforter derrière elle. Donc, il va y avoir des répercussions. Puis aux États-Unis, ça pourrait amener beaucoup de litiges, de problèmes sur la rue. On pourrait même voir des violences. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde et on en prend bonne note, évidemment. On veut voir aussi les tensions commerciales. Qu'est-ce qui se passe globalement sur le marché? C'est quoi les principales tensions commerciales? Et puis, on va regarder aussi qu'est-ce que font les gros joueurs. Donc, il y a quelques jours, Buffett, Warren de son petit nom, a vendu du Nvidia, du Tesla, du Apple. Il s'est départi d'une partie de ses stocks. Puis évidemment, quand quelqu'un comme ça, avec le poids qu'il a, quand cette personne-là décide de vendre ses positions, ça lance un message aux autres traders et ça peut augmenter la nervosité ambiante. Ça a été le cas.
Puis après ça, ben, on a les annonces elles-mêmes qui vont à un moment donné nous donner des orientations, bien évidemment, comme le non-farm payroll la semaine passée, l'annonce la plus importante sur le Forex Market, où l'emploi n'a pas été à la hauteur. Puis aussi, il y a toutes les politiques de la Banque centrale actuellement qui sont en opposition ou en confrontation avec des politiques des autres banques centrales. Donc, la Fed, actuellement, essaie de trouver la mesure juste pour la devise américaine, puis pour aussi contrôler l'inflation, pendant que les banques, par exemple, comme la Banque du Japon, prennent des mesures parce qu'eux-mêmes sont face à certains problèmes qu'ils doivent négocier. Donc, il y a aussi autre chose au-delà de la géopolitique, de la politique. J'aime beaucoup regarder certains marqueurs quand je fais mes observations générales. Donc, regardez par exemple la progression du PIB. Il y a plusieurs façons de lire un PIB, mais on peut prendre quand même les données sur certains sites. Vous pouvez aller sur les sites officiels aux États-Unis, le census et autres, pour pouvoir prendre la mesure des choses, voir s'il y a une progression, une rétraction, une stabilisation du PIB. Vous pouvez regarder ça aussi à l'échelle des pays occidentaux. Évidemment, après ça, j'aime beaucoup regarder les principales annonces sur le Forex. Donc, ça comprend le CPI, le Consumer Price Index. Évidemment, il y a le FOMC qui parle des taux d'intérêt, qui implique les taux d'intérêt, le NFP qui implique l'emploi, outre celui des fermes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de nouvelles comme ça et vous devez faire le tour pour avoir une idée globale de ce que le marché nous propose. Ultimement, je vais regarder aussi certains indices, comme le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur. C'est aussi un indice de la volatilité. Donc, je vais regarder cet indice-là, mais pas seulement celui-là. Je vais regarder beaucoup les indices comme le S&P 500 parce que le marché américain, évidemment, c'est quand même le marché. Et puis, je veux savoir ce qui se passe. Puis, je vais regarder aussi le DAX. Je vais regarder les indices au Japon, et ainsi de suite, pour me faire une idée un petit peu de ce qui se passe par rapport, moi, je suis un trader actuellement du USD JPY. Je suis sur le marché du Forex. Donc, c'est préoccupant pour moi que de savoir ce qui se passe au Japon ou ailleurs. Donc, le Japon a eu une journée très difficile hier. C'est lui probablement qui a été le plus impacté. Donc, en regardant les indices, je me donne une idée globale de ce qui se passe. Je vais regarder aussi le Michigan Consumer Index, qui est un indice du sentiment qui est donné à tous les mois. Et c'est un indice qui est très puissant, qui est utilisé par beaucoup de traders professionnels sur le marché du Forex pour avoir une idée du sentiment du marché. On n'en parlera jamais assez à quel point le sentiment, c'est quelque chose d'important. Donc, je vous recommande vraiment de faire votre travail à ce niveau-là, puis d'aller chercher dans les coins de bande pour obtenir l'information clé. Par la suite, évidemment, je vais regarder les particularités du marché sur lequel je trade. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Bien, chaque marché a un peu sa procédure, son modus operandi, ses habitudes, et puis être en mesure de mettre à jour ces comportements-là, ces habitudes-là, vont vous aider grandement dans l'établissement de vos stratégies. Je regarde aussi, évidemment, les cyclicités. C'est quoi, de quelle façon le marché se développe? Est-ce qu'il y a une rythmique, ce marché-là? Est-ce que quand les patterns apparaissent, des ghost patterns ou des patterns clés, est-ce qu'il y a une rythmique que je pourrais mettre à jour, qui pourrait être à profit? Il y a aussi des périodes de l'année où un marché donné va être plus efficace ou moins. Donc, c'est important pour vous de comprendre ça. Puis, il y a des heures dans la journée où un marché va être plus battu qu'un autre. Donc, faut l'identifier, cette période-là. Très important. Je vais regarder les volumes. Volume, cyclicité, évidemment, ça peut travailler ensemble. Donc, est-ce qu'on est au-dessus des volumes, sur les volumes moyens ou en bas des volumes? Et ça, je peux le comparer par rapport aux heures avec lesquelles je fais mes trades dans la journée. Ou, si je suis un trader swing, observer ces données-là par rapport à les semaines dans lesquelles je trade. Ça va me donner une bonne idée de ce qui se passe, puis ça va m'aider, comme je vous le disais tout à l'heure, à établir des stratégies qui sont adéquates, qui sont vraiment ajustées à mes besoins à moi. Je vais regarder les volatilités. Donc, volatilité, c'est pas des volumes. Les volatilités, c'est quand le marché
va swinguer. Il y a un prix médian, puis à un moment donné, on va aller beaucoup au-dessus de ce prix-là ou beaucoup en dessous à l'intérieur d'une période de temps donnée. Et puis, on peut mesurer ces écarts-là avec, si on utilise par exemple les Bollinger Bands, on peut utiliser les écarts types pour mesurer ces mouvements-là extrêmement brutaux de part et d'autre, à la hausse ou à la baisse. On peut aussi utiliser l'Implied Volatility qui va nous donner une idée de ce que le marché pourrait faire dans le prochain mois, compte tenu des positions qui ont été prises sur le S&P 500 avec des contrats d'options. Donc ça peut être très intéressant aussi. Et puis, pour finir, je vais regarder les corrélations, décorrélations entre les titres sur lesquels je trade et les titres qui, d'une certaine façon, travaillent de pair ou en opposition. Je vous donne un exemple. Souvent, quand le USD monte, l'or descend. Mais c'est pas toujours vrai. Hier, par exemple, quand le USD a descendu, l'or au début a monté, puis ensuite, elle aussi a descendu. Donc, la corrélation, à un moment donné, on peut la mesurer. On peut aller sur des sites comme Mataf. Vous allez avoir la mesure juste, mais ça fonctionne pas toujours à 100%. Pourquoi on utilise corrélation, décorrélation? Ça peut être intéressant, ça aussi, parce que quand il y a une très grande décorrélation entre un titre et un autre, on peut se servir finalement du titre en opposition pour nous faire une meilleure idée sur ce qu'on désire trader. Il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Donc, au niveau des fondamentaux puis des points que je regarde pour me faire une idée globale sur le marché, évidemment, on pourrait aller plus en détail, mais c'est à peu près ce que je voulais voir avec vous. On va maintenant passer à une petite analyse très rapide. Donc, on va regarder NVIDIA. Donc, ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est avéré vrai. On a descendu directement sur notre fameuse ligne qu'on avait mise ensemble, la fameuse ligne jaune que vous voyez ici. J'essaie d'effacer tout ça. On va la remettre. Donc, on est venu toucher ce niveau-là, même un peu plus bas. Évidemment, le contexte du marché a joué un rôle. Puis le fait que M. Buffett ait vendu, ben c'est quand même assez notable, merci. Est-ce que NVIDIA va remonter demain matin? Ben là, il y a plusieurs changements à l'horizon. Puis comme trader, évidemment, il faut prendre compte de ces données-là parce qu'on est toujours en réajustement. Donc, ce que j'ai dit la semaine passée n'est pas invalidé à 100%, mais il n'est pas non plus validé à 100%. On est dans un contexte actuellement où il y a des changements sur le marché. Puis c'est sûr que s'il y a des gros joueurs qui ont décidé de capitaliser sur l'opposition avec NVIDIA, que la descente pourrait se poursuivre. Si les marchés demain matin vont mal, c'est pas dit qu'NVIDIA descendra pas en bas de notre fameuse ligne jaune ici. Mais pour le moment, je reste encore assez positif, mais je crois pas qu'on remonte en haut du ISI de sitôt. Si on fait les observations en daily, là, j'ai plus l'impression qu'on va travailler dans une espèce de channel de prix. Puis si les marchés se durcissent, j'ai l'impression qu'on pourrait redescendre à l'intérieur du volume profile ici, où il y a eu des échanges, mais très peu. Puis on pourrait revenir éventuellement travailler sur le point of control en daily. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un écrasement des prix qui serait assez solide. Donc c'est complètement ça, un autre mouvement par rapport à ce qu'on prévoyait. Donc, des fois en trading, quand on fait nos analyses, comme je vous disais récemment, c'est pas pour avoir raison, c'est pour pouvoir nous faire une idée, puis avoir aussi des scénarios concurrents, parce que quand le marché change, il faut être capable de changer notre fusil d'épaule. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, on se revoit jeudi ou vendredi pour un topo des marchés. On va pouvoir à ce moment-là travailler un petit peu plus en analyse technique, puis regarder les choses en détail. Je vous remercie beaucoup. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, vous nous écrivez. Ça nous fait toujours plaisir. Salut, bonne journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.